Bonjour, bienvenue dans la présentation Forecast Portfolio Risk. Je me présente, Mehdi Tauban, conseiller partenariat chez Ivado. Je serai le modérateur pour cette présentation. Juste quelques éléments avant de commencer. Le temps est très précieux aujourd'hui car les présentations se succèdent. Donc soyez compréhensifs lorsque je vais vous demander qu'il reste que 2 minutes ou qu'il est temps de poser que la dernière question. Par rapport à vos questions, veuillez utiliser l'onglet questions dans le chat qui devrait apparaître à droite de votre écran pour les partager. Il me ferait plaisir par la suite d'en discuter avec le présentateur car il n'y a pas d'option audio. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter donc notre conférencier pour cette présentation. Nous avons ici Jean Masson, directeur général. Il s'est joint à Gestion d'actifs TD en 1997 et dirige l'équipe des actions quantitatives. Il est responsable de la modélisation, de la recherche et de la gestion de diverses stratégies quantitatives, y compris les actions à faible volatilité, les actions passives et les actions alpha systémiques. Merci beaucoup Jean pour ta présence et je te donc laisse continuer, poursuivre la présentation. Merci, Mehdi. Et donc, bonjour à tous. Ce que j'ai fait, c'est que je vais vous partager une présentation. À vrai dire, c'est Mehdi qui la contrôle. La présentation est en anglais, mais je vais m'exprimer en français, puis vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français. Et donc, on commence sans plus tarder à la page 2. Et comme Mehdi l'a dit, une grosse partie de ce que je fais, c'est construire des portefeuilles d'actions à faible volatilité. Donc, on cherche des portefeuilles d'actions qui vont se comporter de façon défensive, qui vont garder leur valeur quand les choses vont mal, etc. Et donc, essentiellement, il faut prévoir, il faut faire la prévision des rendements futurs, de la distribution des rendements futurs. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver, dans le fond, des actions qui ont des distributions pas trop élargies et évidemment qui n'ont pas trop de possibilités d'avoir des rendements négatifs. Et intuitivement, quand on pense à ça, si on connaissait tout des entreprises, par exemple, imaginez que vous connaissez toutes les caractéristiques d'une action. Vous connaissez qui dirige l'entreprise, dans quelle industrie elle est, par exemple, si elle a beaucoup de leviers financiers, si elle est très profitable ou peu profitable, si vous connaissez chacun de ses investissements, si c'est une entreprise petite ou grande, si vous pouvez regarder les rendements passés, etc. Il y a plusieurs données qui sont disponibles, mais imaginons que si on connaissait vraiment tout, bien là, si on connaissait vraiment tout, on aurait une bonne idée de l'avenir. Dans la vraie vie, on connaît pas tout, mais on connaît quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont possiblement disponibles. Entre autres, les entreprises cotées en bourse ont le devoir de publier des états financiers, donc tous les trimestres au Canada, ailleurs au monde, dans le monde, des fois c'est 2 fois par année, au minimum 1 fois par année, mais les entreprises vont publier leurs états financiers, donc il y a plein de choses là-dedans, des milliers de chiffres et du texte qu'on peut utiliser. Donc, mais essentiellement, intuitivement, on peut s'attendre à ce que les investisseurs, justement, lisent ces états financiers, les analysent et utilisent ça pour faire leurs prévisions des rendements. Maintenant, qu'est-ce qui est connu des distributions de rendement? Là? De quoi ça a l'air? Bien, il n'y a pas de preuve que par exemple, une action ou un groupe d'actions va avoir une distribution normale stable, par exemple, là, que ça va être stationnaire dans le temps. Ça se peut que les choses changent. Par exemple, une entreprise peut changer, peut avoir plus de leviers, moins de leviers, peut passer de petite à moyenne capitalisation, de moyenne à grande, peut changer son mix d'activités, etc. Donc, dans le temps, par exemple, si on regarde IBM, bien, IBM a commencé par produire des choses bien avant l'informatique, etc. Donc, c'était le nom l'indique, le business machines. Donc, c'était différents outils que les entreprises pouvaient utiliser, mais c'était bien avant l'informatique. Ensuite, il y a eu l'informatique. Ensuite, c'est devenu plus une firme
d'impartition ou des choses comme ça. Donc, dans la vie d'une entreprise, les activités économiques vont changer, puis il n'y a pas de raison de penser que la distribution, par exemple, des actions d'IBM est stationnaire de 1925 à aujourd'hui. Et une autre chose que les gens qui étudient ce genre de trucs-là ont découvert, c'est que si on regarde la distribution, mais c'est pas tout à fait normal, même si on avait un marché parfaitement efficient au niveau de l'information, qu'on pourrait s'attendre à ce que seules les nouvelles, dans le fond, puissent faire bouger les prix, puis que ça ressemble à quelque chose de normal. Mais dans les faits, on s'aperçoit que les queues sont plus épaisses que ce qu'on s'attendrait à voir avec une distribution normale ou une loi normale. Donc, passons à la page 3 pour vous indiquer un peu ce qui est standard dans l'industrie. Donc, Mehdi, si tu pouvais avancer la présentation à la page 3, s'il te plaît. Oui, merci. Donc, une façon de faire, c'est de, dans le fond, créer une matrice de covariance, puis d'utiliser un optimiseur à partir de cette matrice de covariance-là. Puis, il y a plusieurs façons de construire cette matrice de covariance, mais la plupart des gens vont vont utiliser une approche multifacteur pour faire ça. Donc, ils vont attribuer certains mouvements à quelques facteurs communs. Donc, par exemple, ça pourrait être, on s'aperçoit souvent quand la bourse bouge beaucoup, là, que la plupart des actions bougent dans la même direction que la bourse. Donc, il y a des modèles qui disent qu'il y a un seul facteur, c'est la direction du marché. Il y a des modèles qui disent qu'il y a plusieurs facteurs. Par exemple, les entreprises plus petites, peut-être, sont plus sensibles au cycle du marché que les plus grandes, etc. Et il y en a qui regardent, par exemple, dans quel secteur d'activité les entreprises opèrent, etc. Et donc, ça, c'est une façon de faire, c'est de prédéfinir comme tel les facteurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation fondamentale. Où, à ce moment-là, l'analyste prédétermine quels sont les facteurs importants, quelles sont les sources de risque. Puis là, vous estimez pour chaque entreprise, chaque action, les sensibilités à ces facteurs de risque-là. Puis, on utilise évidemment des rendements passés puis des caractéristiques historiques là, pour estimer ça. Donc, ça, c'est la façon fondamentale. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Il y a des entreprises comme MSCI Barra ou Axioma ou Northfield qui vendent des modèles basés sur cette modélisation-là. Puis, une façon concurrente de ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation statistique. Là, au lieu de préspécifier quels sont les facteurs qui influencent, dans le fond, la variabilité, c'est qu'on laisse aux données de à la fois déterminer quels sont les facteurs communs principaux, puis quelles sont les sensibilités. Donc, on estime ça tout ensemble. Puis, une méthode statistique de faire ça, c'est, en anglais, ils appellent ça Principal Component Decomposition, là, ou PCA, la décomposition factorielle, disons. Et c'est une autre façon concurrente de faire ça. C'est souvent plus dynamique parce que si jamais les facteurs changent dans le temps, bien, avec une modélisation statistique, vous allez identifier ces nouveaux facteurs-là. Maintenant, qu'on utilise une modélisation statistique ou fondamentale, quand on construit une matrice de covariance, dans le fond, on pense que demain, la matrice va être utile demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. Donc, on pense qu'il y a une certaine que le monde est un peu stationnaire, ou en tout cas stationnaire assez longtemps pour que ça soit utile. Puis, c'est aussi des approches qui sont basées sur la normalité. Là, on peut jouer avec les données pour essayer d'améliorer les choses, mais de toute évidence, on est dans un monde où on essaie de fonctionner avec des outils qui présument d'une certaine forme de stationnarité puis de normalité. Maintenant, si on passe à la page 4, Mehdi. Donc, puis là, ma question, puis je pense que ce que l'avenir nous réserve,
c'est peut-être de sortir du cadre de la matrice de covariance et de regarder là, qu'est-ce que la science des données nous propose, parce qu'il y a d'autres façons d'identifier, par exemple, des actions qui sont moins volatiles, moins risquées, ou de les séparer en actions peu volatiles, volatilité médium, volatilité élevée, que passer par une matrice de variance-covariance. Ça devient un problème de classification classique. Parce que, comme je disais au début, on n'est pas certain que le monde est nécessairement stationnaire. Les données sont peut-être, il y a des millions et des millions de données, donc c'est facile de rejeter l'hypothèse que les choses sont exactement stationnaires. D'un autre côté, la déviation par rapport à la stationnarité n'est pas immense, de sorte que des méthodes qui utilisent des matrices de covariance, par exemple, sont quand même d'une certaine utilité. Là. Ça fonctionne dans les faits relativement bien. Nous, ça fait une douzaine d'années qu'on utilise des matrices de covariance comme ça pour gérer des portefeuilles. Puis, on a fait un travail quand même assez bon là, en moyenne. Donc, on utilise, dans le fond, quand on identifie des actions qui ensemble vont former un portefeuille peu volatile, l'utilisation d'une matrice de covariance fonctionne. Et donc, deux façons d'améliorer ça. Une, c'est de travailler avec ces matrices de covariance-là, peut-être de les combiner, par exemple, de mélanger différentes méthodologies, différentes méthodes de prévision ensemble. Mais souvent, on a un autre problème, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes qui utilisent un court historique, d'autres qui utilisent un long historique. Puis là, la question, c'est quel poids on devrait donner au modèle à long terme versus modèle à court terme. Puis il y a toujours le danger là, de overfitter les données historiques pour faire ça. Mais en tout cas, nous, ce qu'on recherche, c'est, dans le fond, améliorer ce système-là. C'est pas unique à la gestion de placement TD, c'est un problème relativement générique à l'industrie. Puis, peut-être à la page 5, là, on propose des données ici pour faire ça. Ce ne sont pas des données qui viennent de nous, mais de toute façon, même nos données à nous viennent du marché. Donc, il y a des bouquins qui proposent là, des données sur environ 1 millier d'actions qui sont sur les bourses américaines. Certaines de ces actions-là sont basées peut-être au Canada, peut-être au Mexique, là, mais essentiellement, c'est des entreprises qui sont sur Nasdaq ou à la bourse de New York. Les données sont sur une fréquence mensuelle, puis c'est des données qui regroupent à la fois des rendements passés, mais aussi, par exemple, les données qui proviennent des états financiers. Là. Donc, même si c'est mensuel, on s'entend que les données, les états financiers, eux, sont publiés de façon trimestrielle et avec un certain retard. Mais donc, ces données-là vont rechercher ça. Et donc, on a 93 caractéristiques là, pour chacune ou en tout cas en moyenne pour la plupart des actions. Donc, ce ne sont pas des données complètement rectangulaires dans le sens qu'il y a des trous, puis vers la fin, les données sont plus complètes qu'au début. Mais quand même, c'est le même genre de données qu'on utilise, nous, pour faire nos modèles à l'interne. Et ça permet d'explorer vraiment une question importante dans le monde des placements, c'est-à-dire comment séparer, là, dans le fond, des actions idéalement, on voudrait savoir leur rendement futur, là, mais déjà prévoir leur risque, c'est déjà beau. Donc, c'est ce que j'avais de préparé. On peut passer aux réponses et questions si ça vous va.
Merci beaucoup, Jean, pour la présentation et un peu ta perspective au niveau donc de l'utilisation des nouvelles techniques pour la création de portfolios. Donc, je vais juste rappeler aux gens que pour pouvoir poser des questions, il faut utiliser donc le clavier à droite. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Euh, Peut-être en attendant, j'ai une petite question pour toi, Jean, au niveau de effectivement comment pouvoir intégrer de nouvelles techniques. Ce que j'entends beaucoup, c'est le NLP, essayer d'utiliser un peu euh, l'écriture pour pouvoir justement, comme information complémentaire aux chiffres avec un peu toutes les méthodes statistiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu la chance de voir, d'expérimenter au sein de la compagnie ou à travers différents partenariats? Oui, on commence à utiliser ça, on a exploré. Disons que je dirais qu'on explore. Par exemple, il y a d'autres dimensions du risque que ce qui vient des rendements passés ou des états financiers. Toute la question de ESG, là, les questions environnementales, Hmm. sociales, de gouvernance. Et les techniques NLP là, permettent de lire essentiellement ce qui est écrit là-dessus sur les différentes entreprises et de, encore là, essayer d'informer des risques, des nouvelles sources de risques, dans le fond. C'est une technique qu'on a commencé à explorer et ça peut être utilisé de façon plus générale là, que pour les questions, identifier les risques ESG, mais nous, dans notre cas, c'est là où on a utilisé le plus. D'accord. Donc, Et on aussi, cherche les mots-clés, des choses comme ça. On essaie de deviner le contexte là, parce que dans le fond, les risques ESG sont pas encore intégrés dans les états financiers. C'est comme un rapport supplémentaire. C'est pas encore parfaitement standardisé. C'est en ébullition, là, ces choses-là. Puis, c'est pas encore parfaitement standardisé. Donc, c'est peut-être un bon outil pour explorer ça. très bien, merci, Jean. Je regarde rapidement. À date, on n'a pas d'autres questions. Et au niveau de l'évolution du risque, je pense que c'est quelque chose qui est aussi très dynamique et non stationnaire, on va dire, la façon de considérer c'est quoi un risque. Je pense avec Covid, par exemple, là, maintenant, on commence à avoir des risques beaucoup plus extrêmes qui apparaissent, peut-être aussi avec le changement climatique qui s'en vient. En tout cas, on parle beaucoup de risques beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus mondial là, qui touchent. Et comment vous voyez, est-ce que ça vient aussi influencer la manière de fonctionner pour pouvoir justement trouver les bons actions qui ont le moins de volatilité? Est-ce que vous voyez un peu Effect- les risques extrêmes? Oui, effectivement, il y a des. Puis ça, c'est un peu la difficulté, là, comme notre approche qui est basée sur l'idée de la covariance, dans le fond, c'est comme regarder la volatilité puis utiliser ça comme mesure du risque. Mais évidemment, il y a d'autres mesures du risque. Dans le fond, le risque, pour vrai, pour les investisseurs, c'est le risque de perdre de l'argent. Hmm. Parce que si vous avez une volatilité, mais que les rendements sont positifs, c'est moins grave que si les rendements sont négatifs. Donc, c'est dans le fond, l'utilisation des méthodes, je dirais, standards, là, c'est une façon d'utiliser des outils qui sont très disponibles pour faire le travail. Mais effectivement, il y a beaucoup d'intérêt sur, par exemple, des risques où l'horizon est plus lointain. Par exemple, les risques liés à l'environnement, ça serait, par exemple, pour des entreprises, pour l'instant, par exemple, les services publics qui produisent de l'électricité avec du charbon ou du gaz naturel ou d'autres carburants, bien, ils ne sont pas responsables de la pollution ou des émissions de carbone. OK? Pour l'instant, dans les cadres juridiques, là, dans la plupart des pays, il y a soit pas de taxe à payer ou une faible taxe, mais la taxe est moins élevée que le dommage causé à l'environnement. Puis là, le danger, dans le fond, ou le danger pour ces entreprises-là, mais une façon de s'en sortir pour la Terre, ça va être de taxer le carbone. Et donc, ça veut dire changer la réglementation. Et ça veut dire, mais ça va se faire à différentes vitesses, à différents endroits, j'imagine.
mais on a eu les accords de Paris, etc. Il y a comme les pays ont promis de le faire, mais l'ont pas tout mis en place encore, là. Donc, par exemple, au Canada, les émissions de carbone ont continué d'augmenter. Aux États-Unis aussi. Donc, mais c'est essentiellement, il y a un risque à long terme que la réglementation change et que les entreprises doivent adapter leur ingénierie, par exemple, pour émettre. Si l'émission de carbone devient chère, onéreuse, donc ils vont être obligés de la diminuer. Et il y a d'autres formes de pollution là, qui sont semblables, là. Donc, ça, c'est en économie, on appelle ça des externalités, là. C'est des coûts que vous imposez aux autres, mais qui ne sont pas imputés directement à celui qui les cause. Puis, souvent, les gouvernements essayent de redresser ça, mais ça se fait à des vitesses différentes, là, puis ça complique les choses, là, effectivement. D'accord. Mais les marchés financiers, ce sont des marchés qui regardent vers l'avenir, donc ils anticipent les actions des investisseurs, des émetteurs, là, comme les entreprises et des gouvernements. Et donc, on a le droit de penser que une partie de cette incertitude-là est reflétée dans les prix à la bourse déjà. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est reflété déjà. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on arrive proche à la fin. Merci beaucoup, Jean, pour ta disponibilité, pour toutes tes informations très appréciées. On tient à te remercier au nom d'Ivado. Et donc, n'hésitez pas à solliciter Jean si vous avez d'autres questions par la suite. Là. Donc, je tiens à te saluer et on se dit à bientôt. Merci, Mehdi. Au revoir.